Aujourd'hui, nouvel invité, on accueille Grégoire Gambato. Tu sembles aussi avoir une vraie passion pour les tracteurs, donc je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Et j'ai été clivant. Je pense qu'il y a 60% des gens dans la salle qui se sont dit ce mec-là est un tocard, je le déteste. Il y en a 30% qui m'ont ignoré. Et il y en a 10% qui se sont dit putain, ce mec est un génie en fait. Ça correspond à mon état d'esprit. Et du coup, on s'est lancé tous les trois. On a eu un client, puis deux clients, puis trois clients, un salarié, puis deux salariés, etc. Et maintenant, on bosse avec un tiers du CAC 40, avec des boîtes comme Frishti, comme Payfit, comme Ornica. Je sais pas si vous connaissez, moi, des boîtes qui ont levé 30, 35, 70 millions. Moi, j'étais un rock pour l'équipe, mais moi, je dormais plus la nuit, hein. Moi, je me disais, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je suis pas en train d'emmener tout le monde dans le mur? Tout le monde se lance dans la formation? Est-ce que c'est le bon truc? Surtout les tocards. Ouais, surtout les tocards. Putain, j'ai fait tellement de calls avec des tocards, si vous saviez. Si vous Si vous reconnaissez, reconnaissez exactement tous les tocards qui nous écoutent. Et tellement de gens ont fait des calls avec moi quand j'étais un tocard aussi. bienvenue dans Systemator, le podcast qui ferait mieux de se mettre au gros fucking. C'est Seb de Somolto.fr et Wesset de wessetjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, nouvel invité, on accueille Grégoire Gambato. J'ai bien prononcé? Ouais, exactement, ça va. Putain, là, Alors, fais gaffe, en plus, moi, je suis nickel. italien, la vendetta, tout ça, si tu prononces mal mon nom de famille, ça part en couille. Non, mais je me suis mis la pression. Alors, juste pour présenter, du coup, tu as monté 4 entreprises, tu as écrit un livre sur le gros hacking, tu as réalisé un TED Talk, et aujourd'hui, tu es CEO de Germinal, qui réalise, comme tu le dis, des missions commando de growth marketing pour des entreprises. On expliquera un petit peu ce terme pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme. Et tu sembles aussi avoir une vraie passion pour les tracteurs, donc je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais en tout cas, salut Grégoire et bienvenue sur Systemator. Salut, non, bah, j'aimerais bien qu'on parle que des tracteurs en fait, parce que le reste c'est pas hyper intéressant. Je pense que clairement c'est les choses les plus cool de ma vie. Non, juste pour dire, 4 boîtes, c'est ma quatrième boîte Germinal en effet. Alors je tiens quand même à préciser que mes 3 premières boîtes c'était plutôt des projets, hein. Pour ceux qui me connaissent, mes 3 premières boîtes m'ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais j'ai fait 3 500 € de chiffre d'affaires cumulé avec ces 3 premières boîtes. Voilà, moi je suis un mec successful, hein. Non, pas du tout. En fait, j'ai tenté des trucs, et Germinal ça finit par marcher à peu près. Et oui, sinon, Germinal, on fait des missions commando et maintenant on édite une base de connaissances. Alors c'est lancé aujourd'hui, donc tu peux pas le savoir, mais on édite une base de connaissances en acquisition client. En gros, pour aider les équipes acquisition, growth, à être toujours tenues au courant et à toujours rester au top. Euh, avec de la formation en ligne, des benchmarks, des nouvelles idées d'expérimentation, des tests d'outils, des tests de régie pub, etc. Et bon, voilà, Trop bien. je le mentionne juste, mais c'est pas l'objet du podcast. On aura le temps d'en reparler de toute façon. Wesley, avant tout, la messe du jour. Eh bien, oui, 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider Systemator à inverser la courbe, parce que là, elle est assez plate quand même. Je crois qu'on est à 14 avis au total. Donc ouais, si on peut la rendre un peu plus exponentielle, cette courbe d'avis. Et peut-être que Grégoire, d'ailleurs, a des conseils à nous donner pour hacker la croissance au niveau des commentaires et des avis Bah, sur inviter des gens Apple hyper Podcast. stylés, donc pas des gens Ouais. comme moi, mais non, inviter des gens hyper stylés. Moi, je me suis rendu compte sur les vidéos YouTube, je fais des vidéos YouTube avec des gens ouf, et puis là, je fais une vidéo YouTube avec un mec ouf mais connu, et genre vous avez 4 fois plus de vues, vous faites ah ok d'accord. Donc c'est une bonne méthode. Bon, si vous voulez, on en parlera un peu de comment on arrive à hacker pour avoir des invités de plus en plus stylés. Ah, ça, c'est une. Ouais. Ça peut être Carrément. intéressant pour en discuter. C'est vraiment la méthodologie pour faire grossir son audience soit sur du podcast, soit sur de la vidéo YouTube, parce que nous on fait beaucoup de live et de vidéos YouTube. Et du coup, ça pourrait être intéressant qu'on en discute. Mais allez les noter 5 étoiles, surtout si vous trouvez ce podcast cool. Il faut aider les podcasts à démarrer, surtout ceux qui invitent des gens stylés. Donc, Merci, c'est pas Grégoire. mon cas, Merci beaucoup. je suppose qu'il y aura Ah, un d'autres gens peu de cool. il fait de la modestie, Non, voilà, mais nous, on modestie. le trouve stylé. C'est Voilà, cool. c'est ça qui est important, c'est que vous me trouviez stylé. C'est- Allez, alors du coup, on a quand même une religion, c'est qu'on a des génériques, donc il faut qu'on puisse les placer. Donc je suis Ok. désolé, Grégoire, mais on va juste placer mon générique et après on peut parler. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Germinal? Qu'est-ce que c'est? Et du coup, c'est quoi le growth marketing, le growth hacking? Alors, Germinal, en fait, alors, je vais raconter très rapidement l'histoire de Germinal. On s'est lancé en fait, j'ai rencontré mes deux cofondateurs, Paco et Benjamin. J'étais parti de mon job parce que j'ai eu mes 3 projets, puis donc j'ai fini mes études, parce que mes 3 projets, boîtes, projets, comme vous voulez les appeler, c'était avant mes études. Et en fait, j'ai bossé dans un espace de coworking où j'ai lancé des formations growth hacking, du coup, à l'époque. Pour moi, c'est comment générer de la croissance de façon non conventionnelle. Donc par des techniques, mais surtout par un état d'esprit très itératif, qui est pas du tout en mode projet, qui est plutôt en mode sprint à la semaine. On en reparlera.
où j'ai lancé des formations, ça a bien marché. Après, j'ai lancé un accélérateur de start-up donc pour aider les boîtes à décoller. Là, j'ai eu 2 batchs de 3 startups, un grand succès, pas du tout, et que je faisais dans mon espace de coworking. Et après, j'ai voulu monter la boîte, puis ça s'est pas fait. Je voulais monter vraiment un accélérateur, ça s'est pas fait. J'étais à Grenoble, hein, donc c'était pas forcément facile, surtout que je visais pas les boîtes tech, et Grenoble, c'est plutôt des boîtes tech, même s'il y a quelques belles boîtes non tech. Et là, du coup, la petite histoire, c'est y a un mec de ma formation me fait une reco pour faire une conférence sur le growth hacking, du coup. Le growth marketing, growth hacking, pour expliquer la différence entre les termes, c'est quasiment la même chose, mais il y a une petite différence. Et, euh, et là, je prends la nana au téléphone, Charlotte, et je donne tout pour donner cette conf, parce que tu sais, je me dis, wow, ça va me faire décoller et tout. Et je me souviens, j'avais facturé la conférence 1 200 € pour 1 heure de conf. Donc pour moi, c'était genre, waouh! À l'époque, j'étais payé 1 500 € net dans mon espace de coworking, donc je laisse imaginer l'impression que ça fait monter à Paris pour faire une conf. Donc j'ai tout donné, du coup, j'ai décroché la conf. Je suis allé donner la conf. Là, je me suis dit, faut que je sois clivant, faut que je fasse un truc de ouf. Et j'ai été clivant. Je pense qu'il y a 60% des gens dans la salle qui se sont dit, ce mec-là est un tocard, je le déteste. Il y en a 30% qui m'ont ignoré. Et il y en a 10% qui se sont dit, putain, ce mec est un génie, en fait. Ça correspond à mon état d'esprit. Bon, 10%, c'est pas beaucoup, hein. Essayer de faire des meilleurs scores quand même. Et du coup, j'en ai 2 qui m'ont rappelé. Et Sylvie, du coup, qui a été notre première cliente, qui m'a fait, dont la boîte était à Grenoble. Donc c'était ouf parce que j'ai rencontré à Paris, la boîte était à Grenoble. Donc je me souviens, on a pris un petit café et tout. Vous inquiétez pas, ce sera pas toujours aussi long. L'histoire de Germinal, après, ça va vraiment accélérer. Mais j'aime bien cette anecdote. Elle m'a fait boire un café avec son DG, là j'ai tout donné et tout. Genre dit ouais, moi je fais du coaching en growth et compagnie. Elle me dit très bien, parce que moi pour moi dans toutes les boîtes il y avait des gens qui s'occupaient de l'acquisition. Je savais même pas ce que c'était une agence à l'époque. Rigolez pas, vraiment. Et là elle me dit non mais nous on a Ah, une si, agence. on rigole. Non. Et elle me dit ouais nous on a une agence et tout pour l'achat média. Et je comprenais pas ce que c'était l'achat média. Je dis c'est-à-dire l'achat média. Elle me dit bah la publicité en ligne. Ah oui d'accord, les pubs Facebook. Donc je dis Facebook Ads, Go Ads. Elle me dit quoi? Bon bref c'était assez drôle. Elle me dit on a une agence, je dis ah, ok c'est quoi le concept de l'agence et tout, donc elle m'explique. Donc déjà vraiment gros niveau hein, Grégoire. Et là elle me dit écoute ton truc ça m'intéresse mais il faut que quelqu'un fasse la production parce que notre agence elle est pas bien. Du coup là j'étais sur un Slack qui s'appelle Gros France qui est hyper connu maintenant, qui s'appelle le Slack Gros Hacking à l'époque. Et j'avais failli me faire virer 2 semaines avant. Parce qu'en fait, j'ai voulu organiser il y avait un mec qui voulait organiser un meet-up à Lyon, et moi j'avais essayé de lui couper l'arbre sous le pied pour l'organiser avant lui. Parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était pas très cool. Et du coup, le mec du Slack m'avait appelé, il m'avait dit, mec, et tout, t'abuses, tu refais ça, je te vire du Slack, c'est pas dans l'esprit de la communauté, et tout. Je m'étais senti trop mal. Et je me dis, je connais que ce mec qui fait du growth hacking, donc du coup, je le rappelle. Donc déjà, le malaise. Ouais, salut Ben et tout, tu te souviens, t'as essayé de me virer il y a 2 semaines, tu m'as dit que j'étais un gros tocard, est-ce que tu connaîtrais pas un freelance pour m'aider? Il me dit, ouais, je vais te présenter Paco Viltar et tout, il est bon. En fait, je pense qu'en fait, c'était le seul mec qui connaissait, qui était disponible. Et donc je vais à Paris, donc j'appelle ce mec, ça fit, et ce mec-là voulait monter une boîte avec Benjamin et un troisième mec. Donc autant dire vraiment j'étais et lui en fait il m'aimait pas trop et du coup il voulait pas que je monte une boîte avec eux, tu vois. Il voulait juste qu'on bosse en freelance. Parce qu'il il me sentait pas. Tu vois. Et en fait Benjamin et Paco, donc ce mec qui a voulu me virer du Slack et Paco, ce mec qui voulait pas bosser avec moi et pas s'associer, qui voulait juste des contrats de freelance, en fait sont devenus mes associés. 3 4 mois plus tard. Donc enfin 4 mois plus tard, on a décidé de lancer Germinal et on s'est immatriculé du coup en mars 2018 pour être précis. Et du coup, on s'est lancé tous les 3, on a eu un client, puis 2 clients, puis 3 clients, un salarié, puis 2 salariés, etc. Et maintenant, on bosse avec un tiers du CAC 40, avec des boîtes comme Frishti, comme Payfit, comme Arnica. Je sais pas si vous connaissez, moi, des boîtes qui ont levé 30, 35, 70 millions. Et voilà, au début, on a fait ça en mode on a fait ça en mode itératif sur le long terme. Après, on a fait des missions plus courtes, plus intenses en mode commando. Et là, on a lancé des formations. On a fait 100 000 € de vente hors taxe en mai, de vente de formation en ligne. Donc, c'est plutôt cool c'était notre 2e mois. Le premier mois, on a fait 25 000. Le 2e mois, on a fait 100. Enfin, 97. D'ailleurs, je mets tous mes chiffres sur LinkedIn hein, pour ceux qui s'intéressent. Vous voyez notre EBITDA, notre chiffre, notre croissance, etc. Même quand ça se passe mal, je le mets. Et voilà. Et là, on lance une base de connaissances parce qu'on s'est rendu compte que le problème numéro 1 des growth, en fait, c'était de rester à jour. Et qu'en fait, il y a beaucoup de growth qui étaient prêts à payer mais cher pour rester à jour et rester au top parce qu'en fait, ça nous arrive des fois de passer à côté d'opportunités growth de malade et que franchement, aller sur des Slack, s'abonner sur des groupes privés, des groupes Facebook, faire des tests dans son coin, ça prend un temps de ouf. Alors que si t'as des mecs qui, dans ta verticale, te balancent toutes les infos et que t'en as juste pour 1 heure, 1 heure et demie par mois pour être au top niveau, c'est quand même incroyable. Donc voilà. En résumé, ce que fait Germinal, pourquoi on l'a monté et voilà, c'était un peu long hein, comme réponse, ça a duré 6 minutes.
Comment tu passes de quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui veut rester freelance, à devenir associé quand même? Parce que là, tu as dit en gros, Ah, il me il y a détestait 4 pas. mois qui se sont passés, mais En fait, Paco, il m'a vu ouais, arriver, il s'est dit, ce mec, il parle bien, mais en fait, moi, la première fois qu'on me voit, et je pense que c'est le premier qui m'écoute, je pense que c'est exactement l'impression que vous avez, c'est, on se dit, ce mec-là, il vend du rêve, mais derrière, il délivre pas, quoi. Genre, En tout cas, tu as déjà délivré tous les bonus de l'épisode, là, c'est vrai? avec les anecdotes. Ah merde. Mais c'est Mince. cool. non, c'est très bien. Non, et du coup, et en fait, il faut savoir que, bah, en fait, les gens, souvent, quand j'arrive et tout, les gens se disent, ok, ce mec-là, c'est un beau parleur, surtout qu'à l'époque, j'avais vraiment rien fait de ma life, hein. J'étais diplômé depuis 1 an de mon master en droit des affaires, en fiscalité à Grenoble, et j'avais planté 3 boîtes d'affilée, et j'avais été dans un espèce de coworking enfin, j'avais bossé dans un espèce de coworking qui est connu à Grenoble, mais bon, à Paris, tout le monde s'en bat les couilles de cette espèce de coworking. D'ailleurs, merci à Mathieu, hein, de l'espace qui m'a laissé ma chance. Mathieu Gentil, que je remercie, du coup. Il Donc porte en bien fait, son nom. en gros, vous avez un mec qui a loupé 3 boîtes, qui a fait un master en droit, qui arrive et qui vous balance du ouais, t'inquiète, je vais t'envoyer des clients et tout. Et en fait, il a vu que j'étais carré, que je l'appelais, que je tenais le courant et que je lui ai envoyé des vrais clients en fait, qui étaient des bons clients et que j'avais une super bonne relation avec les clients et que je comprenais des trucs, j'avais des idées. Et en fait, à force de bosser avec moi, il s'est dit en fait, ce mec-là, il a l'air d'être un beau parleur, mais en fait, il bosse dur et j'ai plein de défauts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me donne toujours à fond, quoi. Et il a vu que bah, j'étais pas et qu'en fait quand je lui ai dit je vais t'emmener des contrats, bah en fait je l'en ai emmené et à la fin on a dû prendre des gens en freelance parce qu'on avait trop de contrats, quoi. Et il s'est rendu compte que j'étais pas juste un mec. Vous savez, vous avez plein de mecs qui me disent ouais je vais t'emmener des clients, t'inquiète, et vous en entendez plus jamais parler. Moi j'ai donné tout ce que j'avais, quoi. Donc je pense que j'ai réussi à le convaincre par ce que j'ai fait, quoi. Mais au début ouais il avait plutôt un mauvais a priori. Je le comprends. Trop bien, trop bien. C'est excellent en vrai cette histoire. Tu avais parlé à un moment sur LinkedIn, tu avais mis un post qui m'avait pas mal marqué. C'était, cette histoire un petit peu où, apprendre à signer des gros contrats de plus en plus gros. Et donc tu nous as un peu expliqué, voilà, par exemple ta conférence, à 1 200 €, c'est quand même quelque chose, c'est pas anodin quoi, c'est quelque chose, de fort quand ça arrive. Parce que, bah, tu l'as dit même au niveau de ta réaction, il y a un peu cet effet, waouh, genre j'ai réussi à faire ça Ouais et c'était puis au incroyable. Je me final souviens, mon petit cœur il battait fort, hein. c'est énorme parce qu'au final, avec le recul aujourd'hui, j'imagine, c'est un montant, petit quoi pour toi. Oui, oui, Heu, maintenant, mais les confs, c'est plutôt entre 3 000 et 5 000 € hors taxe maintenant, une conf d'1 heure. Donc, ouais, ouais. ce qui est très très bien, hein. Enfin, j'en suis très content. À chaque fois, mon petit cœur, il bat toujours, hein. Mais oui, oui, et la première vente, c'est toujours un truc ouf. La première fois que vous faites rentrer de l'argent. Mais ma première vente vraie, vraiment, désolé, j'anticipe. C'est quand j'ai vendu mes formations à Cowork, donc l'espace de coworking de Grenoble. Où en gros, j'ai fait une newsletter pour dire que j'allais vendre une formation en growth hacking. Du coup, j'ai fait une soirée de présentation de la formation. Il y avait 60 personnes. Et là, j'ai fait ma presse sur la formation qui durait 6 semaines, 4 heures par semaine. Oui, si, 4 heures par semaine, 2 heures le lundi, 2 heures le mercredi. Et j'arrive à la fin et là, je dis, ok, il y a 12 places. Je me dis, s'il y a 60 personnes et que j'en vends genre 10, je suis un king et je n'osais même pas imaginer. Et là, il y a 38 personnes qui ont levé la main. Et comme il y avait que 12 places, il y a des gens, quand ils ont vu que les autres levaient la main, qui ont sorti leur chèque et qui ont sorti du liquide de leur poche pour me payer directement. Et ça, Le genre, mec avec les pièces roses et tout. ouais, c'est ma première vraie vente. Il y a des mecs qui sont allés au distributeur et tout, je me souviens. Et c'était incroyable. Et le lendemain, j'avais les PayPal qui tombaient. Je me souviens, c'était juste. En plus, c'était une formation satisfait remboursé, donc faut être bon, hein. Quand vous faites du satisfait remboursé, et j'ai remboursé une personne sur les 40 inscrits qu'on a eu au final, donc c'est plutôt bien passé. Bravo. Et je me souviens, enfin, c'était incroyable. Et ouais, c'est la deuxième fois où j'ai vendu une conf où je me suis dit, les gens là, c'est pas le produit qui valent, c'est moi. Ça a été ce deuxième moment un peu wow effect. Puis j'ai eu un autre moment comme ça très récemment en vente, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et du coup, comment tu apprends un peu à parce que tu vois, souvent, quand on regarde un peu le web ou qu'on regarde un petit peu les histoires, on a tendance très vite à se comparer avec ceux qui font, tout de suite du gros résultat, qui ont beaucoup de succès et cetera. Mais en fait, évidemment, il y a des paliers, tu l'as dit, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours déjà, il y a des paliers, quoi, ça se fait pas du jour au lendemain. Comment tu apprends à passer de contrats, de 1 000 € à 10 000, à 100 000 et cetera? Euh, en vrai, c'est. La question piège. Tu Non, peux non, nous mais répondre aussi au niveau des émotions. Enfin, non, c'était non, pas les émotions, non, forcément non, mais vous inquiétez pas. théorique, hein. C'est juste, j'ai un petit moment d'absence, mais en gros, en fait, au début, déjà, tu vends. Franchement, au début, moi, mes premières ventes, c'était zéro méthode. J'y suis allé juste avec mes tripes, quoi. Et je me disais, je vais montrer aux gens qui je suis vraiment, c'est-à-dire hyper spontané, je parle hyper vite, j'essaie d'apporter un maximum d'infos à la personne avant de vendre. Ah, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, 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 bien ouais. sûr, J'ai bien une sûr, on update entend. qui s'est lancée, genre, j'ai fait ah!
Non. C'est sur Windows. Ouais, c'est l'update Windows. J'ai juste une appli Windows sur mon truc et ça bousille des. Tu te dis putain, je suis sur Mac et j'ai un truc Windows et il me casse quand même les couilles. Il y a vraiment que Microsoft qui est quand même capable de faire ça. Bref. Et du coup, au début, je vendais à l'instinct. Je donnais juste tout ce que j'avais. Et j'étais jeune, j'étais motivé. Et en fait, ça plaît au début. Quand vous êtes au début, vous n'avez pas besoin d'être un pro parce que, en fait, je vais dire un truc. À l'époque, je vendais des contrats à 10 000 euros par mois en étant un petit jeune. Alors, j'étais pas si jeune que ça, j'avais 25 ans. Non, au début de Germinal, putain, j'étais plus vieux que ça en fait. J'avais 27, on s'en fout. De toute façon, là, j'avais 26, 27 ans. Et je donnais tout ce que j'avais. Et les gens, ils me disaient, OK, on te fait confiance, quoi. Et ils me faisaient confiance à moi. Et parce qu'ils voyaient que je m'engageais, ils voyaient que j'étais là, ils voyaient que je lâchais pas le truc. Et aujourd'hui, si je vendais comme ça marcherait plus. C'est vrai, quand vous êtes une structure, les gens, ils ont besoin de faire confiance. Et en fait, plus vous êtes gros, plus vous avez de refs. Même si notre prix est pas tant plus cher que ça que quand on s'est lancé. Il y a une augmentation de 40% ou de 50%, mais c'est pas si monstrueux, quoi. Et en fait, les gens au début vous font confiance, montrez-leur qui vous êtes, et si ça leur plaît, il y aura un fit. Et au début, je pense que les premières ventes, c'est vraiment une question de fit. Après, j'ai fait plusieurs ventes, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à apprendre avec le nombre. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir dans le regard de mes interlocuteurs ce qui faisait mouche et ce qui faisait pas mouche. Donc là, ça a été un peu le passage à l'expérience. Et après, une autre étape où je me suis dit, maintenant, j'ai besoin de progresser. Donc au début, vous donnez tout ce que vous êtes. Après, vous commencez à apprendre du regard des gens et compagnie. Et à un moment où vous devez vendre plus, être plus professionnel, etc. Là, j'ai pris un bouquin, Predictable Revenue, où en gros, j'ai revu toutes les bases de la vente. Et en fait, ça m'a permis de voir là où j'étais bon et là où j'étais pas bon. Moi, je conseille toujours de lire des bouquins ou de regarder des vidéos ou d'apprendre sur des blogs, etc. au moment où vous en avez besoin, au moment où vous avez déjà vendu. Lire un bouquin sur la vente avant de vendre, ça sert à rien. Lire un bouquin sur la vente quand vous avez déjà fait 10 ventes et que vous avez besoin de progresser, là, ça vous fait vraiment, vraiment progresser. Donc, j'ai lu ce bouquin, j'ai appliqué plein de choses. Ça a bien marché. Après, je me suis dit, OK, l'étape 4, maintenant, c'est je vais voir des mecs vraiment bons et je fais des rendez-vous avec eux. Et genre, je parle, ils disent rien, ils me font des feedbacks. Et là, je me suis fait coacher. Là, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de progrès à faire. Et donc ça m'a permis. Après, je suis arrivé à un moment, je faisais entre 120 000 et 170 000 euros de vente par mois en étant CEO. Donc, je vendais. J'étais le seul vendeur de la boîte et en même temps, j'étais CEO. Et on était genre, je sais pas, 18, 20. Donc, c'était chaud quand même. Et je me souviens, ma journée, c'était que des rendez-vous et tout. Et là, je me suis dit, OK, en tant que CEO, maintenant, je dois step up. On pourra peut-être en parler, je sais pas si c'est intéressant, mais du coup, je me suis dit, OK, en tant que vendeur, il faut que je passe le relais. Et là, du coup, je me suis mis à essayer de vendre des contrats grands comptes. Donc là, j'étais un pro pour vendre des contrats entre 12 et 15K. Vraiment, entre 12 et 20K, j'étais hyper chaud, j'avais une méthode, etc. Et pour passer des contrats à 100K, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai switch à faire. Et ça, j'en ai pris conscience récemment. Ça m'a fait un peu mal. C'est que, pour résumer ça, c'est que quand vous vendez des contrats à 10K, vous vendez votre produit pour atteindre vos objectifs. Quand vous vendez des contrats à 100K, vous écoutez votre prospect pour l'aider à atteindre ses objectifs à lui. On ne prend jamais un contrat, on ne vend jamais un contrat à 100K sans poser de questions. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Quelqu'un va être prêt à s'engager avec vous sur le long terme si vous arrivez à résoudre un de ses problèmes. Ça peut être un problème qu'il a avec les gens de son équipe, ça peut être un problème qu'il a avec son boss, ça peut être un problème qu'il a lui pour les résultats qu'il veut atteindre, etc. Mais vous pouvez pas vendre un contrat à 100K en arrivant en disant voilà mon offre, achète-la. Ça marche avec des petits packs à 12, 20K, les gens ils prennent ça, vous savez, comme des snacks, quoi. Mais en gros, voilà, il faut vraiment se dire ça, et ça c'est un truc que je fais pas bien parce que je parle trop. Et en gros, je me suis rendu compte que pour vendre un contrat à 100K, il fallait s'asseoir. Et un bon contrat de vente sur le long terme, c'est un contrat où vous parlez 20% du temps maximum. Un contrat à 15K, vous parlez, vous envoyez du rêve, vous montrez la valeur de votre produit, vous envoyez du rêve parce que votre produit est ouf aussi. Hein. Si vous avez du rêve et que votre produit est pas ouf, vous êtes mort. On pourra en parler. Et voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et les contrats à 100K, c'est vraiment du relationnel. C'est vraiment comprendre la personne, avoir un vrai fit humain, construire de la relation, comprendre son problème. Et en fait, vous êtes la personne qui devait lui enlever une épine du pied. Et si vous n'avez pas d'offre qui lui permet d'enlever une épine du pied, vous lui vendrez jamais un contrat à 100K. Bon, alors, sauf après, si c'est votre copain, vous faites copain-copain avec les gens avec qui vous étiez en école. Ouais, mais là, c'est un problème. Moi, j'ai plein de mecs qui me disent, ouais, mec, je suis sûr, Grégoire, il avait du réseau et tout quand il s'est lancé. C'est pas possible de vendre autant et de connaître autant de gens. Autant de gens, je connais pas tant que ça, mais là, les gens ont cette impression de l'extérieur. Je dis, mais en fait, zéro, mec. Genre, moi, il y a 3 ans, j'habitais à Grenoble. La seule fois que j'étais allé à Paris, c'était pour aller voir des potes. On avait passé la journée au McDo de la Défense, quoi. Et une autre fois, c'était en terminale pour aller visiter le musée du Quai d'Orsay. Enfin, c'est les 2 seules fois que j'étais allé à Paris. Moi, je connaissais qu'une personne à Paris. Et quand j'ai donné cette conf, j'ai appelé d'ailleurs Arnaud Bujudval, je l'ai appelé.
Et je lui dis, mec, est-ce que je peux dormir chez toi? Et au bout de 3-4 mois, il m'a dit, mec, par contre, il va falloir arrêter de venir dormir chez toi pour ta boîte parce que c'est un peu gênant. Parce que, en gros, j'allais dormir chez lui tous les mois et sa copine, enfin sa femme, maintenant, lui a dit, écoute, Grégoire, je l'aime bien, mais là, on commence à le voir souvent, quoi. Au Et niveau des frais, comment tu justifies ça? voilà. Et du coup, pour dire à quel point j'avais du gros réseau à Paris, quoi. Et ce réseau, il s'est fait parce qu'on avait un bon produit, parce que j'ai vendu mon truc, j'ai donné de l'énergie, etc. Et par contre, ouais, en 2 ans, j'ai développé un gros réseau. Une fois de plus, par rapport au réseau que j'avais avant, dans l'absolu, je suis pas sûr que ce soit un gros réseau. Mais par contre, les contrats à 100K, j'ai commencé à signer des vrais contrats sur l'année quand j'ai commencé à résoudre les problèmes des gens et j'ai commencé à les écouter parler. Et ça m'a pris du temps et c'est un truc sur lequel je suis pas encore un champion. Alors Grégoire, justement, c'est Wesley là qui prend le relais. Déjà bravo pour ouais, ce début d'histoire incroyable, de terminale à germinale, l'histoire incroyable. J'adore. Grégoire Gambato, j'aime bien les jeux de mots. Mais du coup, je me pose une question un peu plus personnelle, on va dire humaine. Comment est-ce que tu arrives à gérer? Parce que on voit que tu as beaucoup d'énergie, tu passes à l'action et c'est une de tes grandes forces, a priori. Comment tu arrives à step up pour aller justement signer ces contrats à 100K si c'est toi qui les as au téléphone? Et voilà, comment tu fais? Est-ce que, en gros, tu te formes là où tu as du mal réellement, parce que tu viens d'en parler, ou est-ce que tu fais appel à des personnes qui vont être plus voilà, performantes que toi sur différents points? Comment tu arrives à jouer avec tes forces et tes faiblesses? Parce que je sens qu'il y a voilà, quelque chose de très clivant, polarisant. Bah, J'espère que ma question est claire. ouais, moi, en fait, moi, maintenant, je suis plus head of sales. Donc, moi, mon rôle dans la boîte, c'est d'être CEO. Donc, c'est pas pareil que d'être sales. Du coup, moi, je suis arrivé à un stade où j'ai vu mes limites de compétences. Je me suis dit, ok, je vais pouvoir progresser, mais ça va me prendre du temps. Du coup, j'ai recruté quelqu'un qui le ferait mieux que moi. Donc là, on a recruté Audrey sur la partie grand compte, qui est très très balèze et qui m'a un peu fumé en 3 semaines. Genre, elle m'a appris des trucs, je suis en mode, ok, je suis nul. Mais j'ai vu envoyer sa première presse commerciale à un client. J'ai fait, ah, ok, c'est ça une vraie presse commerciale en fait. J'ai fait, ok. Putain, c'est vachement bien ce que tu fais, Audrey. Bon, après, elle a 10 ans d'expérience, donc c'est normal. Mais en gros, moi, en tant que CEO, tout ce que je délègue, je dois le maîtriser. C'est-à-dire, vous pouvez pas déléguer de la vente si vous savez pas vendre. Vous pouvez pas déléguer du market si vous savez pas faire du market. Vous pouvez pas déléguer du juridique si vous savez pas faire un minimum de juridique parce que déjà vous aurez pas le respect de la personne à laquelle vous déléguez et vous serez pas un bon coach pour elle. Pour coacher quelqu'un, il faut connaître un minimum son métier, il faut connaître un minimum ses problématiques. Ça vous permet d'avoir de l'empathie, ça vous permet de l'aider, et vous, ça vous permet d'apprendre, parce que du coup, vous lui demandez comment elle règle ses problèmes, et du coup, à la fois, vous l'aidez sur d'autres aspects que son métier, son cœur de métier, mais vous êtes pertinent, et Bien sûr. elle, vous pouvez progresser. Donc moi, en tant que CEO, mon objectif, c'est vraiment de dire, il faut que je sois bon. Donc au début, j'ai été bon sur la relation client. Au début, je faisais quasiment que la relation client, parce qu'au début, on avait très peu de clients. Donc aujourd'hui, je peux aider sur la relation client. J'ai fait un peu de prod aussi, pas beaucoup, mais un petit peu. À un moment, je faisais tout l'administratif et financier, donc maintenant j'ai une DAF, mais je sais comment ça marche. Après, je fais l'administratif et toujours en parallèle les ventes. Mais au début, on faisait pas beaucoup de ventes, il n'y avait pas besoin de signer beaucoup de contrats, quand on faisait 3. Et après, je me suis mis vraiment spécialisé sur les ventes. Et après, là, j'ai eu un switch sur la partie acquisition et marketing de Germinal. Et maintenant, j'ai Jordan qui s'occupe de ça dans l'équipe. Donc moi, en fait, à chaque fois, ma méthode, ça a été de dire, ok, j'apprends le truc, j'essaie de le faire, après je lis des bouquins, je prends des cafés avec des gens qui sont experts pour step up, je mets tout de mon énergie, et après je recrute quelqu'un où je peux me rendre compte qu'il est meilleur que moi parce que j'ai essayé de le faire, et après je le coach, et j'apprends de lui, je le coach pour lui expliquer ce qui se passe chez Germinal, parce que c'est toujours particulier, une boîte par rapport à une autre boîte, et lui après il m'apprend, ce qui fait que je progresse dans tous ces domaines-là dont je vous parlais, en voyant des gens faire, quoi. Donc voilà, c'est ça ma méthode, parce que moi, en tant que CEO, en fait, tout ce qui se passe mal dans votre boîte vous touche. Le moindre truc, votre objectif, c'est que les gens, ils passent la ligne d'arrivée. Et du coup, tout ce qui se passe mal est horrible. Chaque client, moi, chaque NPS client qui est mauvais, chaque client qui me dit qu'il n'est pas content, chaque client qui me demande un remboursement, même là j'ai fait une formation, j'ai eu 400 personnes, j'en ai un qui m'a demandé de me rembourser, ça m'a fait mal, vous voyez. Et du coup, votre objectif, comme tout vous fait mal et que tout vous concerne et que vous avez envie de tout régler, et que ça, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir ça, c'est de ne rien faire. C'est votre objectif ultime. Moi, ma mission chez Germinal, c'est de ne rien faire. Pourquoi? Parce que ne rien faire, alors que tout vous concerne et que tout est de votre responsabilité, ça veut dire coacher, ça veut dire déléguer, ça veut dire avoir une vision pour pousser les gens, ça veut dire aligner les gens, ça veut dire recruter les bonnes personnes. Et en fait, avoir un objectif perpétuel d'avoir un agenda vide, alors que tout vous concerne, c'est un très très bon exercice et c'est ça ma mission de CEO. Et c'est comme ça que je progresse. Donc, je sais pas si j'ai été clair ou pas dans la Waouh! réponse. Non, en C'est tout clair, cas, c'est ouais. vraiment C'est moi super je cool. prends des claques, hein, depuis le début de l'épisode, là, je prends des tu avais dit que, C'est ouais, pas si moi, hein. si on écorchait ton nom,
Voilà, bah écoute, c'est vraiment intéressant d'avoir le feedback de quelqu'un qui a ce poste de CEO dans une boîte comme Germinal qui a explosé en quelques années et de un petit peu faire tomber tous les clichés qu'on a sur voilà, une boîte qui marche et ouais, le quotidien que tu vis en réalité, Si vous quoi. voulez, je peux vous parler de mon quotidien, à quel point c'est de la merde aussi. C'est un sujet. Pour Bon, peut-être désenchanter un peu. pour Ah en ouais, parler, j'ai pour des j'ai gens. juste une petite question avant. Vas-y, vas-y. Par rapport à tes associés, au niveau de cette délégation, comment ça se passe? Est-ce que tu leur, délègues des choses ou est-ce qu'eux font la même chose que toi dans leur domaine? C'est-à-dire que est-ce ils ont chacun leur expertise et eux vont avoir la même mentalité que toi à déléguer et d'abord apprendre à savoir faire et ensuite déléguer à d'autres? Ou est-ce que, enfin, comment vous gérez ça en fait, à ce En niveau-là? fait, en fait, il faut savoir déjà que tes cofondateurs, au début, la limite, elle est naturelle. Chacun fait ce qu'il est de façon naturelle. Si au début, tu es obligé de poser des règles en permanence avec tes cofondateurs, c'est que c'est pas les bons cofondateurs. Nous, on s'est réparti le travail de façon assez naturelle au départ. Et ça s'est plutôt bien fait. Et en fait, par contre, il y a un moment dans la boîte où déjà, tu dois te demander qui va être le CEO. C'est une vraie question. Je pense pas que ce soit important de se le poser au tout début. Au début, on bosse et on voit. Je pense faut pas trop se prendre la tête les 3-4 premiers mois. Et on voit si on bosse bien et on voit si on est content. Moi, je les connaissais pas du tout avant, Paco et Benjamin. Donc, j'aurais dit, les gars, on va bosser ensemble, on va voir ce que ça donne. Et on s'est bien réparti le taf, ça a bien marché. À un moment, on s'est dit, qui c'est qui le CEO? Et en fait, on pensait que ce serait Benjamin. Et moi, j'étais pour que ce soit Benjamin. Et finalement, ça a été moi parce qu'on s'est rendu compte que naturellement, ça matchait mieux, ça fonctionnait mieux. C'était assez bizarre d'ailleurs parce que du coup, moi au début, j'avais voté pour Benjamin, quoi. Donc voilà. Et j'aurais pu voter pour moi. Et Benjamin n'avait pas voté pour lui. Donc c'était très bizarre comme situation. Et finalement, c'est moi qui suis devenu CEO. Et en fait, en tant que CEO, vous avez un rôle particulier auprès de vos cofondateurs. En fait, il faut se dire un truc. Chaque personne dans la boîte doit avoir quelqu'un vers qui se tourner quand il y a un problème. Et si quand il se retourne, il n'y a personne, il va voir le CEO. Ce que je veux dire, c'est que quand vous retournez et que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours aller voir le CEO, quoi qu'il se passe. Même si vous avez des coachs, même si vous avez une équipe, même si vous êtes dans une équipe, etc. Quoi qu'il se passe, si à un moment vous retournez et qu'il n'y a personne, vous pouvez aller voir le CEO. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce qui veut dire que. Et par contre, si à chaque fois que vous retournez, vous allez voir le CEO, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème organisationnel. Mais en gros, quand vous avez un problème, vous devez toujours pouvoir aller voir quelqu'un. Et si vous pouvez aller voir personne, vous pouvez aller voir le CEO. Et même si même mes cofondateurs, Benjamin et Paco, s'il y a personne derrière eux, ils peuvent venir me voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et la seule personne, quand elle se retourne, il n'y a personne, c'est le CEO. Pour moi, c'est un rôle où il y a quand vous avez des doutes, quand c'est vraiment compliqué, quand vous passez des moments difficiles, qu'il y a des choix qui sont difficiles à prendre, il y a des moments où vous devez prendre vos responsabilités, vous devez faire des choix, des vrais choix difficiles, où c'est pas A ou B. Dans les deux cas, il y a de la casse, dans les deux cas, et vous savez que l'avenir de la boîte est en jeu. Vous êtes obligé de. Il n'y a personne qui peut vous aider. Et autant Paco, quand il y a des choix difficiles à faire, il peut venir me demander conseil et je peux l'aider, je peux l'aider à décider. Et si vraiment, je peux même peut-être décider à sa place, même si ça arrive très, très, très rarement, ça a dû arriver dans des cas très extrêmes et c'est très rare. Pareil pour Benjamin, ça a peut-être arrivé une ou deux fois depuis le début de Germinal où on me dit vas-y Grégoire, décide pour moi parce que c'est trop compliqué, je ne sais pas comment faire. Et c'est très rare. Et c'est là où on voit les cofondateurs exceptionnels, c'est qu'ils me sollicitent très rarement. Très rarement, ils font leur taf tous les deux. Et c'est là où je vois que c'est des vrais appuis et que je me sens vraiment, j'ai l'impression d'avoir deux épaules à côté de moi, des gens sur qui je peux me reposer et qui vont me solliciter dans des cas très très rares. Par contre, moi, quand vraiment on a dû faire des choix difficiles, j'avais personne derrière moi, quoi. Et du coup, ça vous donne un statut spécial auprès de vos cofondateurs quand même. Parce que vous devez être là pour eux dans les cas ultimes, et eux, ils peuvent pas être là pour vous parce que c'est pas leur rôle. Donc c'est ça pour moi la différence entre CEO et cofondateur, c'est que dans certains très rares cas, vous devrez prendre la responsabilité seul. C'est le dernier rempart, quoi. Ouais, t'es le dernier rempart et ça t'apporte un statut spécial et une charge spéciale. Une charge spéciale. Par contre, avec des cofondateurs, vous êtes là pour les aider quand on sait pas quoi faire, c'est vous qui décidez. Par contre, si jamais mes deux cofondateurs ne sont pas d'accord avec moi, c'est eux qui ont raison. C'est-à-dire, je suis là dans les situations extrêmes, mais où en fait, on sait que la décision est hyper importante et que personne ne veut la prendre parce que c'est compliqué et qu'il y aura des grosses conséquences. Par contre, quand on est sur des sujets d'importance importante mais qui sont pas vitaux, par contre, si eux deux sont pas d'accord avec moi, on suit leur avis. Ça m'est arrivé régulièrement de suivre leur avis alors qu'on n'était pas d'accord. Donc attention, CEO veut dire vous êtes le dernier rempart. CEO veut pas dire vous décidez tout. C'est très très différent. Et tu as des exemples de situations critiques où là, il y a vraiment un choix à faire. Je ne sais pas si tu as des exemples que tu peux nous donner ou pas. Ouais, Mais si, si. Je sais pas, on va prendre un exemple récent. Mars, je sais pas si vous avez vu en mars, vers le 15-16 mars, il y a eu un truc qui s'appelait le confinement. j'ai vu passer aux infos. Bah, Ouais. moi, j'étais dans ma cave, donc de toute façon, j'étais déjà T'as confiné. pas vu? Ouais, moi j'ai pas. Ouais, j'en ai entendu parler, moi, genre mi-avril, j'ai fait ah merde, putain, il y a un truc qui s'est passé. Et Faut que je regarde les actus.
Et en fait, en fait, on a sur 14 clients, on en a perdu 12 en 2 jours. Ah. Wow. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous savez ce qu'il faut faire, vous? Bah, ouais, j'avoue. Bah, c'est toi le CEO, je sais pas. Voilà, moi non plus, je sais pas. Hein. Mais faut trouver, hein. Il faut trouver vite. Parce que Vendre vous une êtes... formation. Voilà, du coup, j'ai dit, ok, faut vendre de la formation. Et j'ai réattribué les équipes. J'ai dit, on met personne en chômage partiel. On met tout le monde en télétravail. On a mis tout le monde en télétravail une semaine avant la crise, quasiment. 6 jours avant l'annonce du confinement, on était déjà tous en télétravail. Donc ça, c'est une décision que j'ai prise aussi par rapport à des mesures sanitaires où les gens n'étaient pas forcément pour moi, mais j'ai considéré que c'était ma mission en tant que CEO de préserver la santé de l'équipe. Vous aviez des bureaux du coup avant Ouais, à Paris, ouais. On Mhm. les a toujours, hein, mais maintenant on est tous en full remote. Mais on garde toujours les bureaux pour les quelques personnes qui veulent aller travailler. Et au bureau, ou même d'avoir un point pour certains clients. Mhm. Et là, j'ai dit, bon, les gars, j'ai décidé quelque chose. On laissera personne en arrière, donc on licenciera personne pendant la période. On mettra personne en chômage partiel. Et on va y arriver. On va lancer une nouvelle activité, ça va être de la formation. Et tout l'argent qu'on va perdre parce qu'on va perdre des clients, on va le gagner comme ça. Et du coup, on a dégagé, dans le sens dégagé, dans le sens enlevé, quoi, pas dans le sens dégagé au loin. On a enlevé Jordan de la partie relation client, on l'a mis sur le marketing full time. On lui a donné les objectifs en 2 mois et je lui ai dit, mec, faut y arriver, quoi. Et les autres, on les a mis sur des rôles, on a réorganisé les équipes et puis c'est parti, quoi. Et on a lancé un média en marketing pour avoir plus de leads et plus de portée. Je me suis mis à faire beaucoup plus de posts LinkedIn. Donc on a bossé à la fois sur notre visibilité, on a bossé sur une nouvelle offre, on a organisé nos équipes pour s'adapter, pour pouvoir continuer à délivrer du service. Et voilà, ça s'est décidé en 2 jours et après on a mis tout le monde en ordre de bataille, on est parti, quoi. Et après coup, ça paraît évident, hein. Je vous ai dit, on a fait 100 000 euros en mai en formation, ce qui fait qu'on a fait 50, avec les chiffres ajustés, je crois qu'on a 58 000 euros de renta sur le mois, ce qui est notre meilleur mois de l'histoire de Germinal. On a fait 225 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Wow. Mais c'était pas au début. Moi j'étais un rock pour l'équipe, mais moi je dormais plus la nuit, hein. Ouais. Moi, je me disais, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je suis pas en train d'emmener tout le monde dans le mur? Tout le monde se lance dans la formation. Est-ce que c'est le bon truc? Est-ce qu'on n'a pas été trop lent? Est-ce qu'on va arriver à délivrer ce qu'on a promis? Et voilà, c'est dans ces moments-là où vous devez assumer votre posture. Ouais, c'est terrible parce qu'en fait, tout le travail que tu as fait avant Sans peut être pleurer. ruiné en quelques instants, quoi. C'est ça exactement. Une mauvaise décision. Et à la fin, et c'est vous le responsable. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez dire c'est l'équipe. Vous savez, quand vous dites c'est l'équipe le responsable, quand vous êtes CEO, c'est pas l'équipe. L'équipe, c'est vous qui les avez recrutés, c'est vous qui les managez, c'est vous qui décidez s'ils doivent partir ou pas. Donc en fait, s'il y a un problème d'équipe, c'est votre problème à vous. Yes. Merci pour cet exemple parce que c'est vrai qu'on parle souvent des décisions difficiles à prendre, mais on a toujours un peu du mal à se visualiser quand on les a pas vécues, qu'on n'a pas ces enjeux-là derrière de voir un peu ce que c'est. Donc merci pour cet exemple. C'est hyper intéressant. Autre question, dans ce que vous faites dans le growth hacking, toi-même t'en parles beaucoup, tu en parles aussi dans ta conférence TED où tu parlais de tester. Le truc, ce que je remarque, c'est qu'on a beau répéter ça, il y a plein de gens, et moi j'en ai fait partie pendant un moment, on a peur souvent de le faire parce que ça nous sort un peu de notre zone de confort quand on va se confronter. Par exemple, tu as ta série de call d'email froid prête à envoyer, tu as le bouton où tu peux appuyer pour envoyer l'email, puis là tu fais ah ouais, mais je sais pas, peut-être que mes contacts sont pas assez bons, je vais peut-être retravailler mes emails, et du coup tu le fais pas parce que tu as peur tout d'un coup d'aller parler à, je sais pas, 500 personnes qui te connaissent pas, quoi. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça pour dépasser un peu ce côté où un peu la peur du test et aussi un peu la peur du rejet finalement? Alors moi déjà j'ai envie de dire tester ce sera jamais naturel. Je vais vous dire un truc. Moi ça fait 1 an que je me dis qu'il faut qu'on lance de la formation en ligne. On l'a fait on voulait le faire à Packer. Et il y a un truc qui me retient. Je vais vous dire un truc. On lance une nouvelle offre aujourd'hui. Je vous dis en base de connaissances. J'ai appelé des mecs, tout le monde m'a dit que ça allait être génial et tout. Et ben vous savez quoi, j'ai peur en fait. J'ai peur que ça marche pas. Moi c'est ce que j'appelle la peur de la réussite. C'est-à-dire, en fait, vous avez rien à perdre à tester ça. Vous avez rien à perdre. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais vous osez pas le lancer quand même. Et c'est moi et le meilleur terme, c'est peur de la réussite. C'est-à-dire, c'est complètement con de pas le lancer. C'est complètement, d'un point de vue conscient, d'un point de vue réfléchi, c'est complètement stupide de pas le faire. Mais il y a une peur ancrée en vous qui a peur d'échouer, alors qu'en fait, il n'y aura pas d'échec parce que personne ne sera au courant et qu'en fait, il n'y a que vous qui le saurez. Donc en fait, si l'échec n'a aucune conséquence et que la seule chose qui peut vous arriver, c'est de réussir, en fait, c'est une peur de la réussite.
Alors bien entendu, vous comprenez, hein, c'est une phrase choc. En fait, on n'a pas vraiment peur de réussir. Bah Mais si, Grégoire, je me permets de rebondir là-dessus et je te redonne la parole juste après. C'est d'ailleurs, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. L'opposé du succès, c'est pas l'échec. En réalité, c'est la médiocrité. C'est le fait de rester dans sa zone de confort. Et je crois qu'il y a vraiment ça. Oui, il y a une peur de la réussite dans le sens, et je relis avec le point précédent, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, sans faire mon Marvel addict, que je ne suis pas. C'est qu'en fait, quand ça marche pour toi, bah, tu as des nouvelles problématiques, en fait, tu as des plus grands problèmes. Quand tu deviens président des USA, j'ai pas envie de rentrer dans de la polémique, ou quand tu deviens, non mais c'est vrai, quand ouais, c'est Trump, c'est tu un fais mauvais décoller exemple. une Mais fusée, ouais. non, non, mais ou président de n'importe quel grand pays, ou même en fait, quand tu as une responsabilité ou tu as un truc qui marche, bah maintenant, comme tu dois être responsable, tu dois t'occuper, tu dois gérer, et tu dois devenir professionnel vis-à-vis des choses. Et je crois qu'il y a vraiment ça aussi, c'est tu te dis, si ça marche, bah ok, on va devoir level up, et on va devoir montrer qu'on est présent. Alors tant que ça marche pas, bah, on est dans notre zone de confort, et Non, puis puis c'est facile de s'imaginer que ça pourrait marcher. Parce que moi, ce que je dis aux gens, les entrepreneurs, qui veulent monter une boîte mais qui se lancent pas, je leur dis vous êtes dans le bac à sable en fait. Tant que vous n'avez pas de clients, vous êtes dans le bac à sable. Ouais. Ouais. Et en fait, vous faites des tests, mais ça n'a pas vraiment de conséquences parce que vous n'avez pas de clients, vous êtes là, vous jouez. Vous n'avez pas des gens qui Rate vous quelque envoient des chose, emails à 6h du mat pour vous dire qu'ils tu sont pas refais, contents. quoi. Ouais. Ouais, et je suis assez d'accord avec toi. En fait, tester, tester, c'est pas naturel. Il faut se forcer. Il faut se forcer et en fait, et même quand on se met à réussir des choses, on n'a pas envie d'aller plus loin. Par exemple, moi, je fais des posts Mmh. LinkedIn qui marchent bien. Je fais entre, je sais pas, 150 000 et 200 000 vues par semaine. Je fais des pointes à 400 ou 500 000. Et Ça va. je me suis lancé sur Twitter. Je perdais des abonnés à chaque fois que je tweetais. C'était horrible. C'était dur parce que j'étais confronté à l'échec. Alors que tout le monde s'en fout. J'avais 350 abonnés sur Twitter. Personne ne me connaît. Vous voyez, j'ai perdu 4 mecs sur Twitter. Ils ont vu mes tweets. Ils n'ont pas trouvé ça cool. Mais en fait, on s'en fiche. Ça a aucun impact. Mais juste, ça fait mal. Ça fait mal de se dire, je vais échouer. Et sauf qu'il n'y avait aucune conséquence à l'échec. Du coup, j'ai continué. Et là, j'ai 1200 abonnés sur Twitter en 2 mois, quoi. Où j'ai réussi à step up. Et ça m'avait tellement mal et c'était tellement pas naturel. Et en fait, le test, c'est pas naturel. Donc, aux gens qui disent j'ai peur de tester, je leur dis mais moi aussi j'ai peur de tester en fait. Et il y a Mmh. des gens, ils me disent ouais, mais mec, tout ce que tu fais, ça marche. J'ai un mec qui m'a dit ça. J'ai dit mais mec, mais tellement pas. C'est juste que tout ce que je teste qui ne marche pas, comme ça ne marche pas, personne ne le voit. Et je Bah teste oui. des trucs en permanence. Et je Ouais. fais des posts LinkedIn que je supprime, je fais des tweets que je supprime. On lance des offres qu'on n'arrive pas à vendre et que vous saurez même jamais qu'on les a vendues. Et oui, tester, c'est pas naturel. Tester, c'est difficile. Et moi, quand maintenant j'ai une petite alerte, aussi un truc que j'arrive à détecter. Quand vous vous sentez jaloux ou envieux vis-à-vis de quelque chose, maintenant c'est mon alerte consciente. Quand je sens de la jalousie ou de l'envie par rapport à quelqu'un, je me dis bah écoute mec, fais ce qu'il fait. Juste fais ce qu'il fait. Vas-y, lève-toi et fais ce qu'il fait. Ouais, par exemple, je me dis ouais les mecs ils font de la muscu machin. Moi j'ai pas de bras, je commence à prendre du bide, j'arrive à la trentaine et tout. Et j'étais là envieux. Je me suis dit mais mec t'as un tocard, vas-y prends-toi une barre de traction et fais tes putains de tractions tous les soirs en fait. J'ai vu un mec qui faisait de la formation en ligne et sur Twitter et qui disait je fais 80 000 € de vente par mois en expliquant comment devenir bon sur Twitter. J'étais là, ah, non mais il mérite pas, vous savez, c'est n'importe quoi de vendre de la formation. Allez, j'ai lancé ma formation sur LinkedIn et ça a marché, tu vois. Et maintenant, dès que je sens de l'envie, dès que je sens de la jalousie, j'essaie de comprendre. Et soit je me dis, bah en fait non, c'est irrationnel. Soit je me dis, en fait, j'envie ce que fait ce mec parce qu'en fait, j'ai pas le courage de le faire et je le fais. Et au Mmh. moins, je me plante et je me dis, ok, je suis pas au niveau de ce mec, ou j'y arrive et j'arrête. Mais de façon générale, l'envie ou la jalousie, c'est moi mon trigger pour me rendre compte que je suis en train d'être dans ma zone de confort et que mon cerveau est en train d'essayer de me protéger du fait que je teste pas et que j'ai pas d'ambition et que je vais pas au bout des choses, quoi. Trop bien. C'est super. Et du coup, ça rejoint ma dernière question, je pense. Comment apprendre à apprendre, mais seul? Dans le sens où, tu vois, par exemple, je sais que moi, ce que j'apprends souvent, je le tire d'autres, justement en payant des formations. Donc là, tu as une méthodologie complète de A à Z. Mais quand tu n'as pas ces formations de base, comment tu apprends tout seul à level up? C'est quoi un petit peu est-ce que déjà c'est possible? Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce que tu peux vraiment apprendre seul? Bah, en fait, moi j'ai envie de dire, quand vous êtes un pro, votre métier c'est d'apprendre et ça vous prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette base de connaissances. C'est parce que c'est hyper painful et ça vous fait perdre du temps. Et en fait, ça a pas d'intérêt d'apprendre. Enfin, ça a moins d'intérêt de chercher que de rester à la pointe, vous voyez. Parce que en fait, vous avez déjà énormément de choses à faire dans la journée. Mais par contre, avant d'en arriver là, il faut apprendre à apprendre. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais faire, une fois que tu apprends, une fois que tu connais les mécanismes, etc., qu'on t'aide à le faire pour te faire gagner du temps, ça a de la valeur. Mais par contre, au début, ça sert à rien de faire ça.
Au tout début, il faut l'apprendre. Moi, les gens qui me disent je veux devenir dev et je fais 25 heures de cours ou 30 heures de cours sans même coder, mais juste je regarde des vidéos. Par exemple, moi, un mec qui me dit j'aimerais bien avoir accès à votre base de connaissances pour devenir entrepreneur et qui n'a pas encore essayé de monter sa boîte, je dirais non. Un mec qui a déjà 3-4 membres dans son équipe, je dirais oui, parce que tu as appris à apprendre si t'en es arrivé là et du coup, c'est intéressant. Mais au début, il faut se sortir les doigts, quoi. Au début, déjà, comment on apprend Pour moi, il y a un process qui est assez simple. C'est moi, je commence par faire. Je commence par essayer. Je regarde une vidéo, 1 heure, une demi-heure et j'essaye. Je me lance. Genre en total impro, quoi. Genre, généralement, ça marche pas. Ensuite, une fois que je me suis pris des claques dans les dents, là, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver. Je demande autour de moi des bouquins, des choses comme ça. Je lis un bouquin, un ou deux, ou je regarde des vidéos et là, vraiment, j'emmagasine. Je réessaye. Je relis des bouquins, là je me rends compte que je commence à apprendre moins de choses. Là je demande à prendre des cafés avec des experts de 15-30 minutes. Et là je dis au mec, voilà, j'ai fait ça, j'ai appris ça, j'ai lu tel bouquin et j'ai telle question précise. Et avec cette approche-là, vous pouvez avoir des mecs hyper stylés qui vous répondent. Par contre, si vous avez rien fait de tout ça, les mecs ils vous répondront pas. Moi, un mec qui me dit ah je veux lancer ma boîte, est-ce que tu as une idée de boîte? Non, le mec qui me dit j'ai lancé ma boîte, j'ai fait tel truc, j'ai lu tel bouquin, j'ai telle question précise, je lui répondrai toujours parce que je sais qu'il est en train d'apprendre. Et donc là vous apprenez des meilleurs. Et après, la meilleure façon de prendre votre savoir et de le comprendre, c'est de l'écrire, c'est de l'enseigner. C'est soit de faire des posts dessus, soit de l'enseigner ou de faire des talks ou de faire des lives. Et ça, c'est le stade ultime. Le fait d'expliquer comment vous faites, ça vous permet de systématiser et de comprendre votre savoir. Donc voilà, moi, c'est toutes les étapes pour moi où tu passes de je commence tout seul dans mon coin et j'essaie de faire des trucs à j'ai systématisé mon truc, je l'ai mis clair dans ma tête en l'apprenant. Donc voilà, tu passes par tous ces paliers pour vraiment être un tueur pour tout apprendre. Bah, c'est toi le tueur, Grégoire. Merci pour toutes ces réponses. Moi, j'ai une dernière question, peut-être un peu plus piquante, peut-être un peu plus personnelle aussi. C'est finalement pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais tout ça? Bah, déjà, je vais te dire un truc. Moi, si je me fais chier plus de 2 semaines, j'arrête tout. Et ça, il faut savoir que c'est hyper important de se dire. Et ça te rend libre, en fait, de te dire si est-ce que je peux tout arrêter? Et moi, la question est oui. Donc, si demain je prends plus de plaisir, j'arrêterai tout. Et c'est ça qui me permet de prendre des décisions bolles, enfin audacieuses chez Germinal. C'est que je sais que je suis pas bloqué par ça et que je fais ça pour le plaisir. Donc, euh, donc je pense que déjà, c'est hyper important de se dire ça. Et ça contribue à ce que tous les matins, je me lève et que j'ai un niaque. C'est je sais que je me lève et que je suis pas obligé. Vous voyez, ce qui était horrible quand j'allais en cours, c'est que je me levais et que j'étais obligé d'aller en cours. Seb, moi, Seb sera d'accord avec toi. Ouais, Et clairement. moi aussi, d'ailleurs. Voilà, moi, je veux pas revivre ça. Moi, le matin, mon réveil sonne, je suis pas obligé d'y aller. Je suis pas obligé, hein. Moi, ça m'est arrivé, peut-être 2 fois en 2 ans et demi, de me lever et de me dire aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller, j'ai annulé tous mes rendez-vous. 2 fois, pas plus, hein. Mais cette liberté-là, elle fait que j'ai la niaque tous les matins, tu vois, parce que je sais que je suis pas obligé. Et la deuxième chose, pourquoi je me lève? Je me lève parce que je me rends compte que je peux aider des gens à réaliser leurs projets, tu vois, à concrétiser leurs idées. Et je me rends compte que là, avec mon bon, voilà, je suis un peu bourru, bon, je suis un peu égocentrique. Bon, j'ai plein de défauts. C'est quand même assez facile de les remarquer, hein. Je pense que pour ceux qui sont au bout de ce podcast, ils doivent très bien me cerner. Pour ceux qui sont encore là. Ouais, pour Non, ceux qui sont rigole, encore je là, rigole. bonne chance à vous, merci. Je suis spontané, tout C'est ce les, que c'est tu les veux. 10%, Grégoire, c'est les 10% C'est de les la 10%, conférence. hein, les Voilà. podcasts, il y aura un peu plus que ça. J'espère qu'il y aura un peu plus. Mais, et du coup, je me dis quelque part, moi, j'ai envie d'aider les gens à concrétiser leurs idées, tu vois. J'ai envie que les mecs ils se disent putain ce mec là il m'a foutu un coup de pied au cul et moi je me lève en me disant il y a d'autres gens qui se lèvent en pensant à ce que je leur ai dit et ça leur donne de l'énergie, tu vois. Et ça me motive vraiment de me dire j'aide des gens à concrétiser leurs idées, j'aide des gens à aller au bout de ce qu'ils veulent faire, j'aide des gens à se dire je suis pas obligé d'aller en cours. Ok, je vais en cours parce que j'ai choisi, mais je suis pas obligé d'aller en cours parce que je peux monter ma boîte. Je suis pas obligé. Moi, j'ai bossé 3 ans à McDo pour payer mes études. Je suis pas obligé de bosser à McDo et d'aller pointer et de faire des sandwichs à la chaîne toute la journée pour payer mes études. Je peux être freelance parce qu'il y a un mec qui m'a inspiré, il y a un mec qui m'a poussé à me lancer. Et moi, j'ai envie d'aider tous ces gens-là, tu vois, qui pensent qu'ils sont bloqués dans leur vie, qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. Et en fait, s'ils ont le choix, et moi, parce que je leur donne de l'énergie, parce que je leur donne des conseils, ces mecs-là, ils vont se lancer et ils vivront pas la frustration que j'ai vécue pendant mes 26 premières années de ma vie, à avoir peur, à me dire si je finis pas mon master, je trouverai pas de boulot. Si je bosse pas à McDo, de toute façon, je pourrai jamais gagner de l'argent par moi-même. Je pourrai jamais monter mon projet parce que je le veux pas. Et s'il y a des gens à qui je donne cette confiance, bah juste je kiffe quoi. Et c'est ça qui me fait me lever tous les matins. Yes, waouh. Merci beaucoup, Grégoire, pour tout ce que tu nous as dit. C'était hyper enrichissant. C'était top. Tu restes avec nous pour le truc de la semaine. Mais avant tout, on vous rappelle que du coup, vous pouvez, si le podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous. C'est un très bon moyen un petit peu de faire connaître un podcast.
souvent, quand on écoute des podcasts et qu'on connaît d'autres personnes qui en écoutent, on dit ah, tu connais des podcasts, tu devrais écouter Systemator. C'est un très bon moyen de nous aider si l'émission vous a plu. Et puis, vous pouvez aussi mettre des évaluations sur Apple Podcast. Vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez mettre des avis. Vous pouvez vous faire plaisir, quoi. Ouais, on est en mode gros hacking, donc si vous pouvez en mettre 25, allez-y. C'est ça. Tu sais que, petite blague, j'avais remarqué que j'ai pu mettre un jour des étoiles et des commentaires via un Apple Store. Et en fait, j'ai dit à Wesley, mais viens, on fait tous les Apple Store de Lyon, on fait tous les iPads, tous les iPhones, et on met des avis et tout ça. Et au final, j'y suis retourné quelques semaines après, et je crois qu'il y a eu une mise à jour, et c'était plus possible de le faire. Du coup, j'étais très triste. Mais Faites rêver. voilà, c'était un peu ma première grande expérience. Ça, c'est vraiment du hacking. C'est vraiment du hacking pour le coup. Là, Bas d'étage. c'est le mindset et la technique là pour le coup. C'est ça. Mais bon, après, la réaction des vendeurs, je pense qu'elle n'aura pas été qu'est-ce que vous faites et tout. Ah, mais je regarde quel iPad me va le mieux, mais c'est le même que vous venez de voir. Bon, bref, ça aurait été assez folklorique. Allez, on passe au truc de la semaine. Alors, Grégoire, quel est ton truc de la semaine? Bah, moi, tout simplement, cette semaine, j'ai tenté de faire pas d'appel, pas de réunion. Donc, c'est Jean Laroche-Brochard qui m'a inspiré ça. Jean En de la gros, Roche-Brocard, c'est ça. Jean Laroche-Brochard, ouais, avec qui j'échange régulièrement par email. J'avais invité dans un de mes lives sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, vous allez sur la chaîne YouTube de Germinal. On fait des lives toutes les semaines, c'est assez cool. On invite des entrepreneurs, etc. Et on a discuté de la levée de fonds et j'ai changé. Et lui, je lui ai demandé, je lui ai dit, mec, j'ai un nouveau concept de boîte et tout là pour la base de connaissances. J'aimerais vraiment parler avec toi. Il m'a dit, non, désolé, je fais no call, no meeting policy. Donc, politique, pas d'appel, pas de réunion. Je me suis dit, putain, je vais faire pareil. Du coup, j'ai essayé ça depuis cette semaine. Et en gros, tous les gens qui m'écrivent, je leur dis, désolé, je peux pas te prendre en call et on peut pas faire de réu. De toute façon, je suis en remote, donc les meetings, de toute façon, ça n'existe pas. Donc, moi, c'est plutôt une no call policy. Hein. Et je leur dis, pose-moi tes questions par email ou par LinkedIn. Et en fait, j'arrive à régler 90% des demandes. J'arrive à les traiter en un email, 95% en 2 emails, et il n'y a que 5% des gens que je prends au téléphone. Et généralement, je les redirige vers quelqu'un de mon équipe. Et en fait, ça m'a libéré mon emploi du temps, ça m'a libéré d'une pression qui est juste incroyable. Trop fort. Et ça, c'est vraiment là mon anecdote de la semaine. Alors, on ne pouvait pas faire ça tout le temps, mais quand vous arrivez à un niveau, au début, quand vous êtes entrepreneur, il faut saisir toutes les opportunités, absolument toutes. Hein. Genre, faut y aller quoi. Tous les mecs qui veulent vous appeler, vous les prenez tous, même les tocards, parce que de toute façon vous avez que ça à faire. Mais plus vous. Surtout les tocards. Ouais, surtout les tocards. Putain, j'ai fait tellement de calls avec des tocards, si vous saviez. Si vous reconnaissez. Si vous reconnaissez exactement tous les tocards qui nous écoutent. Et tellement de gens ont fait des calls avec moi quand j'étais à tocard aussi. Genre, j'ai fait perdre du temps à tellement de gens, et tellement de gens. Genre, quand j'y repense, enfin bref, à me poser des questions de merde. Petite dédicace à Balthazar de Laverne de The Family qui m'avait reçu pendant 40 minutes pour mon premier projet. Je pense que c'était les 40 minutes les plus inutiles de sa vie. Et il m'a donné un conseil qui a changé ma vie, mais je pense qu'il aurait pu me le donner par email. J'étais vraiment un con à l'époque. Je pensais que mon projet était unique et compagnie et qu'il fallait absolument que je le voie en physique pour le convaincre, alors qu'en fait, bah non, c'était un bon projet par email, ça suffit. Bref. C'était quoi le conseil? Il m'a dit, fais du low-tech. Arrête de développer ton appli, fais un groupe Facebook. C'était en 2015. Et putain, il a tellement raison. Ça faisait 9 mois que j'étais avec des devs, en fait, avec un groupe Facebook, je pouvais faire la même chose. Bref, putain, ça m'avait tellement flingué ce truc, il a tellement raison. Et du coup, voilà, j'ai mis ça en place. Et en fait, plus vous avez d'opportunités, et comme votre objectif en tant que CEO, c'est de rien avoir à faire pour pouvoir justement donner du temps aux gens, avoir de la. En fait, de rien avoir à faire, ça montre que vous êtes efficace. En fait, se soucier de tout, mais de rien avoir à faire, c'est la puissance du CEO et c'est quasiment impossible. C'est un combat permanent contre votre emploi du temps. Et là, en gros, en mettant ça en place, maintenant que j'ai un peu plus d'audience sur LinkedIn, sur Twitter, etc., j'ai beaucoup de demandes, de DM, etc., d'emails, j'ai énormément d'emails. Je sais pas, je dois avoir 100 ou 150 messages maintenant par jour sur LinkedIn, peut-être une centaine ou 150 emails aussi, donc ça devient dur à gérer. Et en utilisant ça, j'ai vraiment réussi à relibérer mon emploi du temps et à quand même apporter de la valeur aux gens. Parce que du coup, j'ai des réponses préfaites où les gens me disent j'ai telle question, je les envoie vers une vidéo, je les envoie vers un article. Et si ça n'existe pas, je fais un tweet pour répondre à leurs questions et je leur envoie le tweet. Et donc du coup, à la fois j'arrive à avoir des idées pour produire du contenu, à la fois j'arrive à aider les gens en prenant pas beaucoup de temps. Et en fait, c'est soit vous dites je réponds plus aux gens et je prends un call sur 20, soit vous dites je prends plus aucun call mais je réponds à tous les gens. Et moi j'ai choisi la deuxième chose et je pense que j'ai plus d'impact comme ça. Ouais, donc à la fois j'ai plus d'impact, j'ai plus de sérénité, ça me permet d'être meilleur dans mon rôle de CEO et je pense que c'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude en France. On aime bien faire des calls, on aime bien faire des meetings, mais on peut faire beaucoup de choses à l'écrit. Voilà. C'était mon astuce de la semaine. Tu penses que c'est applicable à partir de quand, entre guillemets, ce genre de... Je pense que j'aurais dû faire ça quand on était une douzaine, une quinzaine. Ouais. Il faut toujours se garder 1 heure de call avec des gens extérieurs par jour.
ou une demi-heure. Comme ça, en gros, tout le haut du panier, vous le prenez en call. Mais il faut pas en faire plus. Je pense qu'il faut pas en faire plus. Et vous voyez, ces lives que j'ai lancés, j'aurais dû les lancer il y a 1 an. Ouais. Au lieu de passer mon temps à faire des calls avec des gens en me disant là j'ai de l'impact, j'aurais mieux fait de commencer à faire des lives il y a 1 an. Et au Parce que tu lieu. réponds à plus de monde, aux mêmes Mmh, questions et à plus de monde d'un coup, quoi. Exactement. Un but, Et du c'est coup, vous grossir serez. Germinal. Donc à partir du moment où vous êtes peut-être une dizaine, mettre en place cette politique et vous dire maintenant je me concentre sur produire du contenu qui a de la valeur pour les gens qui me posent des questions au lieu de leur répondre un par téléphone, je pense que il y a un switch à faire. Après ça va dépendre des boîtes, ça va dépendre des personnalités, mais en tout cas je pense que c'est un truc que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt. Mais tu fais quand même des réunions avec ton équipe, j'imagine, Oui ou bien avec sûr, tes ça c'est clients et pas tout? valable pour mon équipe, hein. Ça c'est pas Ouais, ouais. valable pour mon équipe. Je suis là Les pour mon clients équipe, moi. aussi, j'imagine? Non, Non? je vois plus de clients maintenant. OK, Clients, j'ai changé avec eux par email. d'accord. OK. Non, les clients, ça fait partie de. Mais une heure de call, quand j'ai des clients importants, je les prends au téléphone. Vraiment le plus important où j'ai le plus d'impact. Mais j'essaie de moins faire de call, hein, même, OK. avec les clients. Mais parce que je suis plus vendeur. Il y a 6 mois, quand Mmh. j'étais vendeur, il faut les prendre au téléphone. Vous n'allez pas vendre par email. Soyons mmh. Ouais, c'est clairs. clair. Et bah, écoute, merci pour ton truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Eh bien, c'est très marrant mon truc de la semaine. On s'est regardé avec Sébastien quand tu as prononcé le mot low tech, Grégoire. Parce que mon truc de la semaine, justement, c'est le livre L'âge des low tech de Philippe Biwix, qui est donc le mec est ingénieur et il a écrit ce livre en 2014 sur le fait que on consomme beaucoup trop de ressources, on produit beaucoup trop, on consomme beaucoup trop. Et la meilleure alternative selon lui, c'est les low-tech, c'est-à-dire revenir à des technologies un peu plus archaïques, alors sans revenir à la bougie pour autant et à l'âge de pierre, et faire en sorte d'avoir des résultats proches de ce qu'on a, peut-être avoir 70-80% de ce qu'on a aujourd'hui au niveau du confort, de la performance, mais de drastiquement réduire les ressources qu'on utilise. Et du coup, ce truc de la semaine, j'ai pas envie de rentrer dans le détail du livre que j'ai de toute façon pas terminé. Ça pourrait être l'objet d'un épisode entier, mais ça me permet de poser une question, Grégoire, ou enfin d'ouvrir un mini débat, même Seb. C'est finalement, tu vois, le gros hacking. Et tu as parlé de low-tech. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? Et est-ce que finalement, d'où ma question aussi tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Parce que c'est génial d'avoir l'impact et de servir quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Mais finalement, c'est pour aller où et qui on aide à grandir. Est-ce que c'est quelque chose de durable sur le long terme pour l'humanité, pour la planète Terre? Voilà, j'ai pas envie de faire le mec trop dézoomé comme j'ai tendance à faire parfois. Mais il y a cette question-là, moi, que je me pose, c'est ouais, pourquoi on fait tout ça et où est-ce qu'on s'arrête et comment on trouve des vraies solutions durables, encore une fois, plutôt que d'être en mode croissance, croissance, croissance. Moi, je pense que mon objectif. Alors déjà, moi, je suis un écolo, hein. Moi, j'ai pas de voiture. J'ai juste un vélo, je voyage qu'en train. Là, on va partir en week-end avec des potes en avion à Dublin, ça me fait mal au cœur. Genre vraiment, je leur ai dit les gars et tout, mais bon, il y a un moment où je peux pas non plus m'exclure complètement, mais je fais attention. Du coup, j'achète pas de viande, mais j'adore la viande, mais je mange très peu de viande pour des raisons environnementales. Quand je pars avec ma copine, on part faire du tandem, donc du voyage à vélo. On part en train, on ne prend quasiment jamais l'avion. Quand je vais voir ma mère, j'essaie d'y aller en bus. Ça m'arrive de. Ma copine a une voiture parce qu'elle est obligée, elle est médecin, donc elle fait des tours, elle peut pas. Enfin, vous pouvez pas aller soigner des gens à pied. Ça marche pas très bien. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est. En fait, j'aide des gens à lancer des projets. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent se lancer, qui veulent aller démolir des gros monopoles, etc., ils ont cette vision écolo et nous, on voit plein de projets qui veulent avoir un impact responsable. Et en fait, comme il y a une vraie prise de conscience, si on aide les jeunes générations à se lancer, à innover, comme le marché va dans ce sens-là, comme les gens veulent faire ça, si on aide les gens à se lancer, à passer à l'action, on va juste accélérer la transition. Et moi, je suis convaincu. Déjà, nous, on a commencé à faire des choix, donc il y a des boîtes avec lesquelles on bosse pas, donc des boîtes comme Total, Philippe Morris, etc. On les a enlevées. Et en fait, on va devenir de plus en plus restrictif sur les boîtes avec lesquelles on bosse petit à petit. Et l'objectif à terme, c'est de bosser qu'avec des boîtes qui auront un impact positif, soit environnemental, Social. soit social, etc. Bien entendu, aujourd'hui, faut quand même faut être pragmatique, c'est-à-dire tu changes pas le monde en te mettant dans ton jardin en disant je mange que des Non, légumes c'est que je sûr. cultive, parce qu'en fait, si tu fais ça dans ton coin et que tous les mecs comme toi font ça dans leur coin, bah en fait, les mecs qui à la fin sont au pouvoir et ont de l'influence, c'est les mecs qui font pas ça. Ouais. Donc, il faut quand même arriver à avoir de l'impact. Par exemple, ce podcast, si vous l'écoutez jusqu'au bout et que vous m'entendez dire ça, ça va peut-être vous inspirer. Donc, moi, Peut-être qu'on va le mettre au personnellement, début, du coup. j'essaie d'être hyper. Je fais très attention à ça, d'un point de vue perso.
Et moi, mon optique, c'est que la boîte, là, aujourd'hui, elle a de l'impact et on peut pas trop se poser cette question. Aujourd'hui, on essaie juste d'aider les gens à lancer leur projet. Mais je pense qu'il y a un moment où il faudra que j'accélère vraiment. Et là, je commence en parlant de temps en temps dans les podcasts, dans des lives, en le mentionnant. Il y a un moment, il y aura quelque chose à faire. Où je pense que ce sera le moment de dire peut-être que Germinal n'aide plus que les projets à impact, où on a des offres d'accompagnement. Aujourd'hui, par exemple, on a déjà des prix pour nos formations, etc. Pour les étudiants, pour les projets à impact. On a des réductions fortes pour ce type de projet, etc. Donc voilà, c'est pas parfait, mais je suis d'accord avec toi, il y a un truc à faire et je pense que moi, ça commence par évangéliser autour de moi d'un point de vue perso. Ça commence par évangéliser avec ce genre de podcast, en prenant la parole. Et demain, ce sera ma boîte qui devra faire ça pour qu'on aille vraiment au bout du raisonnement, quoi. Super, mais tu pouvais pas mieux répondre à ma question. Alors il y a jamais de réponse parfaite, mais s'il y en avait une, elle serait comme ça. J'ai envie de dire, tu es même plus écolo que moi et ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'était un peu une question que je me posais. Le gros hacking, on peut se dire, en fait, c'est la croissance à n'importe quel prix et d'après, ce que tu dis en tout cas et ce que tu sembles faire, pas du tout et ça me fait penser au projet Time for the Planet, je sais pas si tu en as entendu parler, Ouais, c'est Kevin? Arthur, c'est un très bon pote, ouais. Voilà, il est passé aussi dans C'est notre lui qui t'a épisode. recommandé sur le podcast. Ah putain, le fourbe. Voilà, maintenant tu es obligé d'être avec nous, mais en tout cas, ouais, c'est sûr, c'est ça l'avenir, s'il y en a un. Et si vous avez des projets, que vous voulez changer les choses, lancez-vous, hein. Non, c'est Parce sûr, que c'est sûr. lancez-vous et envoyez-moi un petit mail, je vous donnerai un coup de main. Yes, au top, merci beaucoup. Mais pas d'appel, par contre. Non, Et pas peut-être que d'appel. pour un projet impact un peu ambitieux, je prendrai peut-être la personne au téléphone. Ouais. Justement, ça fera peut-être partie de mes calls, ça fera sûrement même partie de mes calls importants de la journée. Mais justement, un dernier truc avant de passer au truc de la semaine de Seb, c'est que effectivement, au-delà de juste l'environnement et de se demander, ok, je prends plus l'avion, je mange que des légumes, etc., enfin plus de viande ou moins, il y a aussi la question au niveau du gaspillage interne au quotidien, en fait, de ce qu'on fait, tu vois, le temps qu'on passe au téléphone à parler, là, je suis en train de parler maintenant, je me dis, peut-être que je pourrais le dire en moins de phrases, et c'est vraiment ça, c'est aller à l'essentiel. Et c'est un état d'esprit finalement à avoir à chaque instant de sa vie. Je crois que ça va bien, bien, bien au-delà de l'écologie, ça commence par soi finalement, et se dire, je peux avoir un impact immense, mais finalement, moi, de quoi j'ai besoin pour vivre, de quoi j'ai besoin tu vois, j'ai pas besoin d'un jet privé, j'ai pas besoin Non, mais d'une je pense turbine même moi, danseuse, vous savez, moi, je suis hyper prolifique et je me rends compte que c'est un ratio. parler moins et moins partir des grandes phrases, j'aurais plus d'impact. J'ai énormément de mal à le faire, hein. Donc là, pour ceux qui m'écoutent, doivent bien se foutre de ma gueule. Mais en tout cas, j'essaie de tendre vers ça. Mais bon, t'imagines si tu réduis par 10 ce que tu dis, l'impact que tu auras, parce que celui que tu as déjà, il est considérable. Merci. Yes, on va passer au truc La de la dernière semaine de astuce, Seb. ouais. Ouais, Ouais. Mais du coup, moi, j'ai gardé depuis plusieurs semaines celui-là juste pour notre épisode, Grégoire, parce que je suis client des formations Germinal. Et du Yes. coup, on en a acheté 3, je crois. Ouais, c'est ça. On a acheté sur les stratégies growth de Jordan. Ouais. Celle de ton associé Benjamin sur la B2B, ouais. prospection B2B. Et LinkedIn aussi, du coup, que tu es en train de faire en direct. Et voilà, souvent, nous, on parle un peu de nos astuces, des trucs qui nous aident et qui nous permettent de nous développer. C'est vraiment top comme formation. Allez voir un petit peu ce qu'ils font, c'est sur votre site, il y a Ouais, une partie la qui s'appelle La forge, Forge. laforge.germinal.io. Ouais, il y a tout dessus. Bah écoute, ça fait hyper plaisir en tout cas. Si ça te plaît, j'espère que la formation LinkedIn te plaît bien aussi parce que je suis 100 EO pour la faire cette formation. Ah ouais, elle est top, elle est top. Et vraiment, même au-delà de ça, nous, on a pu signer plein de nouveaux clients depuis, quoi. Genre, on a pris la formation et 2 semaines après, on avait chopé 4 nouveaux clients en appliquant un petit peu les principes et tout ça. Vraiment, c'est accessible. Je pense que aussi bien pour des gens intermédiaires que des gens qui débutent. Alors, il y a pas mal de cours différents. Il faut bien sélectionner ce qu'on veut, mais c'est top, quoi. Ça va à l'essentiel, les informations. On co-crée. Moi, je sais que j'ai envoyé plein de messages à ton associé Benjamin en mode j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux expliquer? Il a même refait des vidéos sur les différents sujets et on se sent vraiment écouté. Des fois, on achète des formations en ligne et on est un peu en mode il n'y a pas trop de support derrière, on ne sait pas trop ce qui se passe, je suis un peu bloqué, comment j'avance et tout. Et là, il y a un vrai suivi. On sent que vous y mettez vos tripes. Grégoire en live, pour les live LinkedIn, ouais, on sent que tu as la patate, quoi. C'est vraiment top. Donc, je vous les recommande vraiment si vous voulez progresser sur ces sujets de marketing et d'acquisition. Et même plus que ça, pour toi, ça va être cool parce qu'on va les mettre à jour. Tu vois, la formation B2B, elle va être mise à jour. On va rajouter un nouveau module avec Guillaume Moubèche, etc. Donc, en gros, même toi, elle sera mise à jour en permanence. Et en fait, pour tous les gens qui lancent des produits, vous savez, on a lancé notre formation. Il y a plein de gens qui nous ont dit, ouais, votre formation,
elle est bien, mais comment vous allez battre les mecs qui font de la formation depuis hyper longtemps? On leur a dit, bah non, on va faire une formation qui est bien, on va la vendre. Et en fait, on itère chaque semaine. Et en fait, on a un énorme backlog avec tous les gens qui nous ont fait des retours. On leur répond tous. Et on améliore. Et en fait, juste, on l'améliore avec les retours des gens. Et on aurait pu se dire, non, mais il y a des gens qui font ça depuis 3 ans. On n'arrivera jamais à faire un truc au niveau. Bah non, faites un truc qui est bien sans être au niveau des compétiteurs, peut-être. Prenez les retours des gens. Offrez-leur des trucs. Et améliorez votre formation. Améliorez. Et je pense que là, notre formation, elle est bientôt au niveau des compétiteurs. Et que dans 2-3 mois, à force de prendre les retours, on sera juste devant eux. Donc, Et puis chacun son public, parce que moi personnellement, les compétiteurs, je les connais pas forcément. J'ai plus découvert tout ça avec toi, notamment via LinkedIn. Bon, bah voilà, chacun son public, quoi. Tu En peux plus, toucher des publics différents oui, c'est vrai, avec il des y a aussi contenus, ça. Non, mais etc., les quoi. compétiteurs, ils sont pas exactement sur le même. D'ailleurs, on s'est mis sur la partie vraiment très technique, très haut niveau, alors que les autres compétiteurs sont plutôt sur le côté divertissement, on vous donne des petits tips et compagnie, Ouais, tu ouais. vois. En mode, c'est pour les débutants et ça te permet de monter en niveau, tu vois. Alors que nous, on s'est plutôt dit, ok, on veut avoir des experts. La nana qui a fait les pubs qui s'est occupée de Facebook Ads, elle a dépensé genre 2 millions d'euros en Facebook Ads l'année dernière, tu vois. Donc, ça va. elle maîtrise le sujet, quoi. Bon, bah, c'était. Ouais, pardon, je vous laisse. Tu conseilles laquelle pour si quelqu'un est intéressé, qui connaît pas trop le sujet encore et qu'il a envie de se développer? Est-ce que c'est pour lui? Et si oui, qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer? La culture générale technique de Jordan, elle est bien, ça vous permet de comprendre les algos, etc. C'est vraiment la formation de base pour comprendre un peu toutes les bases si vous voulez pas rentrer dans la technique. Et on va sortir des formations un peu plus généralistes, mais c'est la formation un peu généraliste qui vous permet de tout comprendre. Et après, et là, vraiment, c'est une formation. Nous, c'est des formations très spécialisées sur tous les secteurs. Si vous voulez être bon sur un truc, il y a celle-là un peu plus généraliste et on lancera une formation un peu plus généraliste sur le growth hacking de façon générale. On a voulu commencer par des formations d'experts. Mais oui, je vous recommande celle de Jordan, elle est très bien. Ouais, elle est top. En fait, il y a il explique toutes les régies, toutes les stratégies. Si vous faites du B2C, du B2B, les statistiques aussi, comment les gérer ces chiffres et tout ça. Non, ouais, c'est top. C'est top. Donc voilà, je voulais partager un peu ça. C'est Et génial, merci beaucoup, c'est plaisir en tout cas. on vous mettra les liens du coup dans les notes de l'épisode pour retrouver tout ça. En tout cas, un tout grand merci, Grégoire. Merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment cool. Ouais, merci Grégoire, tu es un peu plus stylé que ce que tu nous as dit au début, hein, voire beaucoup plus. Donc, je sais, voilà, pas de fausse modestie, mais c'est bien d'être humble et continuer à avancer. J'ai vu passer quelques-uns de tes posts sur LinkedIn. J'ai vu, ouais, ça va, il y a quelques milliers de likes, c'est cool. Ouais, Notamment un sur les femmes, le recrutement des femmes, enfin voilà. ouais, on fait pas mal de choses là-dessus. On essaie à un moment, on était 14 mecs chez Germinal pour 14 personnes, et là, on a 30% de femmes, et les 2 personnes les mieux payées chez nous, parce qu'elles sont plus compétentes, sont des femmes. Donc, du coup, on est content d'avoir réussi à sortir c'est que des mecs. Enfin, à un moment, 14 mecs, et après, on a eu 3 nanas, mais tous les mecs tous les 5 personnes les mieux payées de la boîte, c'était des femmes. Et là, on a réussi à prendre des gens de haut niveau qui ont Enfin, bon, on pourrait en parler, ça pourrait faire l'objet d'un sujet, Ouais. mais je pense que toutes les boîtes devraient s'engager aussi pour ça, parce qu'en fait, juste, c'est rentable pour vous d'avoir des nanas, des postes de décision qui sont bien câblés, à qui vous faites confiance. C'est juste le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre boîte, quoi. Au-delà de la question éthique, c'est juste un investissement de ouf, et je pense que c'est hyper important. Mais bref. Bravo et merci. Donc, si vous êtes une femme ou féministe, mettez-nous 5 étoiles. Ouais. La récupération. Voilà, un podcast avec 3 mecs, ça dit en passant, mais. C'est ça. Voilà. Bon, c'est top, en tout cas, merci encore pour l'invite. Merci beaucoup. Retrouvez du coup tous les épisodes sur systemator.tech, TECH. Si vous voulez faire coacher par Wesley en productivité, Wesley, là, vous pouvez voir ça sur le site. Et toutes les informations, tout ce dont on a parlé, c'est disponible dans les notes de l'épisode. Systemator, c'est chaque lundi. Et du coup, on vous dit à lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao.